Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le chapitre 9 où on va voir d'autres structures de données plus complexes qu'on a déjà vues. On a vu les tableaux, les listes chaînées, les chaînes de caractères et tout ce genre de structures. On va voir aujourd'hui d'autres types de structures et qu'on peut utiliser les structures déjà vues comme les tableaux et les listes chaînées. Donc ces structures s'appellent les piles et les fils. Et on va voir aussi les graphes et les arbres. On va voir les caractéristiques de ce genre de structure et l'utilisation de ce genre de structure dans des algorithmes réels et dans de nombreux domaines. Donc pour cela, le plan de notre chapitre se divise en 4 parties. Dans la première partie, on va voir les piles, les caractéristiques, comment on va déclarer une pile, à l'aide de quelle structure de données, parce que les piles, on peut utiliser deux genres de structures de données pour les déclarer et manipuler. On va voir les différentes fonctions qu'on peut utiliser pour ce genre de structure, notamment aussi pour les fils. On va voir dans la deuxième partie. Quant à la troisième partie, on va voir les graphes. Donc les graphes est une structure plus complexe que les piles et les fils aussi. Et notamment on va voir les arbres et la relation entre les arbres et les graphes. On va commencer donc par la première partie, donc les piles. En effet, les notions de pile et de fil sont deux stratégies de manipulation des structures de données regroupant un ensemble de données tels que les tableaux et les listes chaînées. C'est-à-dire, donc les piles et les fils sont des structures ou des stratégies de manipulation des structures. C'est plus exact. Donc, pour déclarer une pile ou une file, on peut utiliser les structures tableau ou bien les structures liste chaînées. Ça dépend donc de vos compétences, parfois de type d'algorithme, de plusieurs contraintes. Donc ici, dans ce chapitre, on va utiliser plutôt les listes chaînées qu'on a déjà vu dans le chapitre 8. Donc, c'est quoi la notion de pile? Lorsqu'une structure de données est manipulée selon la stratégie pile, alors les deux opérations d'ajout et de récupération se font uniquement en tête de la pile. Donc, on a accès seulement au sommet de la pile. Donc, autrement dit, le seul élément accessible est le premier élément. Donc, pour mieux comprendre la notion de pile, voici un schéma de cette structure. Donc, vous voyez ici la structure de pile. Donc, on a accès, ce sont les éléments de notre pile, et on a seulement l'accès au dernier élément, plutôt au premier élément. Donc, toutes les opérations sont effectuées sur la même extrémité. On parle de structure en LIFO. Donc, LIFO, c'est quoi? C'est last in, first out. Donc, le dernier arrivé, c'est le premier sorti. C'est comme on a une pile d'assiettes. Donc, dans un restaurant, si on a une pile d'assiettes, donc le dernier mis, c'est le premier qu'on va le sortir. Donc c'est ça la structure d'une pile. Donc on a accès seulement à cet élément. Okay. On va voir comment on va on va manipuler ce genre de structure avec les fonctions appropriées. Donc, dans cette section, dans cette partie, on va présenter un aperçu sur les principales opérations sur une pile.
pour développer ce module, on a choisi de manipuler, comme je vous ai dit, les listes chaînées. Et précisément, on va utiliser une liste simplement chaînée selon la stratégie pile. Parce que, comme je vous ai dit, on peut développer ou présenter une pile à l'aide des tableaux. On a le choix. Donc, ici, on va manipuler les piles à l'aide d'une liste simplement chaînée et non pas doublement chaînée. Avant de commencer les opérations de manipulation des piles, tout d'abord, on va déclarer la structure donc nécessaire. Comme on a déjà dit, on va utiliser les listes simplement enchaînées. Donc pour cela, tout d'abord, on va déclarer cellule de type enregistrement, donc structure cellule, qui a deux champs val de type entier et suivent, donc c'est donc le pointeur sur cellule. Donc fin enregistrement, et c'est la cellule d'une pile et une structure pile, donc enregistrement, qui a un seul champ qui est de type cellule. Donc c'est un pointeur sur cellule plutôt. Donc c'est ça la déclaration d'une pile à l'aide de liste chaînée. Bien sûr, une liste simplement chaînée. Aussi, on peut donc utiliser, comme je vous ai dit, donc d'autres structures comme les tableaux ou d'autres choses. Donc tout d'abord on déclare le type cellule, donc parce qu'on va l'utiliser ici. C'est une structure, donc c'est comme les nœuds qu'on a ou le node qu'on a déjà vu en liste chaînée, donc qui ont deux champs, champ val, donc la valeur, et le champ pointeur qui pointe sur l'élément suivant. Et donc la pile qui est aussi une structure qu'elle a un seul champ, et donc ce champ est le sommet parce que la pile donc elle est décrite par le sommet, donc c'est un pointeur sur cellule, donc il suffit qu'on a le pointeur du sommet, donc on a toute la pile, on a accès à toute la pile. On va commencer par la première opération, donc l'initialisation. Donc l'initialisation d'une pile vide. On peut utiliser une procédure, on va l'appeler init, qui prend en paramètre donc P. Donc P c'est un pointeur sur pile, donc c'est un pointeur. Donc P, comme on a déjà vu la structure de pile, elle a le champ sommet. Donc pour accéder au champ, et vu que pile c'est un pointeur, donc on l'accède par ce flèche et non pas point. Donc P flèche en algorithmique, on est en algorithmique. Donc P flèche sommet. On va l'affecter nul. Donc comme ça, on a initialisé, donc on a la pile, mais elle est une pile vide. Donc juste, elle prend cette procédure en paramètre, un seul paramètre, donc qui est la pile P. Une deuxième opération, c'est la vérification si une pile est vide. Donc, comme son nom l'indique, vérification. Donc, évidemment, on va avoir un type de retour de cette fonction, un booléen. Donc, booléen c'est-à-dire vrai ou faux. Donc, on va utiliser une fonction qu'on va l'appeler vide. Elle prend en paramètre pile, mais c'est pas un pointeur cette fois-ci, donc P de type pile, et le type de retour de la fonction booléen. Donc, qu'est-ce qu'elle va retourner, cette fonction? Donc, vu que c'est une fonction, c'est pas une procédure, donc on a une valeur de retour. Donc, elle va retourner, entre parenthèses, quoi? Donc, cette condition qui est entre parenthèses. Donc, P.sommet. Ici, on a utilisé point parce que P, c'est pas un pointeur, hein, c'est pas comme tout à l'heure.
c'est que quand on a étoile pile ici, c'est-à-dire pointeur, on va utiliser flèche ici. Si on a paramètre par valeur, donc P ici par valeur, passer par valeur, donc on va utiliser l'accès au champ par point. Donc P point sommet, c'est-à-dire on va accéder au champ sommet de la pile P. On va s'assurer s'il est égal à nul. Donc si le sommet est égal à nul, donc s'il est égal à nul, donc la valeur de retour vrai. Donc retourner vrai. Donc c'est ça la vérification si une pile est vide. Donc ici la condition est dans la fonction. On peut déclarer par exemple ici une variable qu'on peut on peut l'appeler verif par exemple et de type booléen et on peut faire si p.sommet est égal à nul, donc verif va être affecté à vrai. Sinon, verif va être affecté à faux et retourner verif. Par exemple, on peut, mais ici c'est une méthode plus élégante en programmation. On fait la condition et la valeur de retour dans la même itération. Ok, mais on peut la faire en détail comme je viens de le dire. Donc c'est une fonction qu'on utilise beaucoup pour la vérification si une pile est vide ou non, parce que parfois on l'utilise pour empiler ou dépiler, surtout pour dépiler. Si la pile est vide, on peut pas donc dépiler, elle n'a pas de sens. Donc c'est pour cela que c'est une fonction qu'on utilise pour s'assurer qu'une pile est vide ou non. Passons maintenant à une autre opération qui est l'ajout d'un élément. Donc cette opération, on va l'appeler empiler. Donc empiler, c'est l'opération d'ajout d'un élément à une pile. Donc, comme on a déjà dit, donc le seul accès à la pile, c'est au niveau donc du sommet. Donc où on va donc ajouter si on a cette pile, on va ajouter un élément ici. Ok, donc pour cela on va la faire avec une procédure qu'on va appeler empiler. Elle prend un paramètre P, c'est un pointeur sur pile, et X c'est l'entier. Donc X c'est la valeur qu'on va ajouter au champ val. Donc c'est quoi les variables qu'on va utiliser? Donc Q c'est un pointeur sur cellule. Donc Q, donc c'est l'élément ou oui, c'est l'élément ou le nœud qu'on va l'ajouter à la pile. Pour cela, on va allouer de l'espace donc mémoire. Donc allouer 1, c'est comme emalloc. Donc on va allouer une unité de mémoire pour stocker le nouvel élément. Donc c'est comme emalloc. Après, on va affecter au champ val de la structure ou de l'élément Q, donc la valeur X qu'on a déjà pris en paramètre. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a réservé de l'espace, donc Q, on l'appelle ici Q. Donc, il a la partie valeur, champ valeur qu'on va mettre X,
Et maintenant, on va le suivre, on va le pointer. On va le pointer où? Au P sommet. Donc, c'est-à-dire au premier élément de la pile. Parce qu'on veut l'empiler, bien sûr, en haut ici. Hein. Donc, il va pointer, donc Q suivre va pointer sur P sommet. Et maintenant, P sommet, le nouveau P sommet, ça va changer. Parce que ici, c'est le ex-P sommet. Donc, mais le nouveau P sommet, ça devient ici. Parce qu'on l'a empilé. Donc, on va ajouter cet élément ici. Donc, le P sommet va être Q. Donc, voici le nouvel P sommet. Donc, notre pile, ça commence de cet élément Q. Donc, c'est comme ça, on ajoute un élément dans une pile. C'est à l'aide bien sûr, ici, on a utilisé les listionnées. Donc, toujours, mais l'accès au début. Hein. Donc, il a empilé. On ne peut pas empiler ici, on ne peut pas empiler ici ou ici. Donc, c'est juste ici. Donc, on alloue un espace, on le pointe sur le ex-sommet. Après, on change le nouveau sommet. Une autre opération aussi importante, c'est l'opération d'épiler. Donc, cette opération est la récupération d'un élément de la pile. Elle consiste à récupérer la valeur de sommet en le supprimant de la pile. Donc, si on dit dépiler, c'est-à-dire supprimer. Donc, supprimer quoi? Bien sûr, on supprime le sommet, toujours. On empile au sommet et on dépile au sommet. Cette opération, comme on a déjà dit, dépiler, mais faites attention, cette fonction n'a pas de sens ou ne peut pas être appelée que lorsque la pile est non vide. Donc, si on est dans un programme, donc ici juste on va écrire la fonction, mais dans un programme, on va appeler la fonction de vérification si la pile est vide ou non. On retourne la fonction de dépiler. Donc la fonction dépiler, elle va retourner un type entier. Donc c'est la valeur de sommet. Donc c'est pourquoi de point entier. Elle va prendre en paramètre la pile. Donc c'est un pointeur sur pile. Et elle va prendre des variables locales Q, c'est un pointeur sur cellule, et X, la valeur de type entier. Donc X, c'est la variable qui désigne la valeur dans la cellule. Donc début. Tout d'abord, on va récupérer ou sauvegarder la valeur de sommet. Donc dans X, va être affecté P flèche sommet, flèche val. Donc vu que sommet c'est un enregistrement qui a deux champs, donc champ val et champ suivent. Donc dans le champ val de sommet de la pile, on va cette valeur, on va la sauvegarder dans X. Et aussi, on va sauvegarder le sommet de la pile dans Q. Après, donc, si on va dépiler, c'est-à-dire on va éliminer le premier élément de la pile, c'est-à-dire le sommet de la pile n'est plus P sommet. Donc, il va être P sommet suive. Donc, c'est-à-dire l'élément suivant de l'ex-sommet de la pile. Donc, je vais donc schématiser pour mieux comprendre. Donc, la pile, notre pile P, donc on a sauvegardé la variable donc du sommet, donc ici dans Q, donc X, donc ici était P sommet, donc cet élément. Donc on veut plus, donc on veut se débarrasser ou supprimer cet élément. Donc P suive, donc P sommet suive, qui est le deuxième élément. Donc
va être le P sommet. Donc l'entête de la pile va être l'élément suivant de P sommet. Donc c'est pourquoi P sommet va prendre P sommet suivre. Et après on va libérer Q. Donc c'est comme en langage C, free. Free donc va libérer l'espace mémoire déjà réservé pour cet élément. Et enfin retourner X. Donc cette fonction va retourner la valeur de sommet. Donc c'est pourquoi on a au début sauvegardé dans la variable x. Donc la variable x va être retournée, c'est le type de retour, donc le type de retour c'est entier, donc c'est la valeur déjà supprimée. Donc c'est comme ça la fonction de dépiler dans une pile. On va passer maintenant à la deuxième partie où on va voir le concept des fils. La notion donc de fil, lorsque une structure de données est manipulée selon la stratégie fil, alors l'opération d'ajout n'est possible qu'en queue de la file et la récupération d'un élément n'est possible qu'en tête de la file. Autrement dit, les seuls éléments accessibles sont le premier élément pour la récupération et la queue pour l'ajout. D'où la nécessité de sauvegarder les adresses du premier et du dernier élément d'une file. Donc une file est une structure de données dynamique, surtout quand on va utiliser les listes chaînées, dans laquelle on insère de nouveaux éléments à la fin, c'est-à-dire que de la file, et où on enlève les éléments au début, donc tête de file. Donc c'est ça la caractéristique d'une file. Donc on parle d'entête et de queue. On parle de mode FIFO. Donc FIFO c'est quoi? C'est first in, first out. Donc c'est pas comme la pile. Donc la pile c'est last in, first out. Donc LIFO pour la pile. Mais pour la file, donc FIFO, first in, first out. Par exemple, la file d'attente des clients devant un guichet. Donc c'est un mode de FIFO. Donc un guichet ou dans une banque, dans n'importe quelle file d'attente. On retrouve aussi des files d'attente dans les programmes de traitement de transactions, tels que par exemple les réservations d'avions. Donc voici une structure d'une file. Donc on a un exemple. Donc le first in ici va être le first out. Donc c'est comme je vous ai dit, la file d'attente des clients devant un guichet. C'est exactement ça. Donc c'est le mode FIFO, first in, first out. Donc le premier arrivé va être donc bien sûr si le premier arrivé ici, après si un autre arrive, donc ce premier va être ici, si un autre, donc le premier va être ici, ainsi de suite jusqu'à ici, il va être servi le premier. Donc c'est la logique donc d'une file d'attente. C'est comme son nom l'indique, file, donc c'est comme une file d'attente exactement, le mode first in, first out. Donc, quelles sont les principales opérations? Donc, dans cette section, on présente un aperçu sur les principales opérations sur une file. Pour donc développer ce module, on a choisi de manipuler une liste simplement chaînée selon la stratégie file. Donc, comme pour la pile, on a choisi une liste simplement chaînée pour la file. Donc, comme on a déjà vu pour la pile, on va commencer par construire les structures nécessaires pour la file. Donc, tout d'abord, on va décrire la structure cellule. Donc, la structure cellule, c'est un enregistrement qui a deux champs, val pour type entier et suive, c'est un pointeur sur cellule. Donc, c'est le premier type qu'on va déclarer. Après, on va déclarer le type file. Donc, file, c'est une structure aussi, c'est un enregistrement, mais cette fois-ci, il a deux champs. C'est pas comme la pile qui a
qui a un pointeur sur sommet. Mais la file, elle est caractérisée par la tête ou le sommet et la queue. Donc, et les deux, ce sont des pointeurs sur cellule. Donc, c'est pourquoi on a déclaré cellule avant de déclarer la file. Donc, c'est ça, ce sont les structures nécessaires pour déclarer une file à l'aide de listes simplement chaînées. On va commencer par la première procédure, donc c'est l'initialisation d'une file vide. Donc comment initialiser une file? C'est comme on a fait pour la pile, mais juste ici on va entrer en paramètre une file. Donc on a choisi une procédure qu'on va l'appeler init. Donc elle prend en paramètre la file qui est un pointeur sur file. Donc, elle est déclarée pointeur. Donc, F flèche tête, c'est comme F point tête. Donc, accès au champ tête, mais avec flèche parce qu'elle est déclarée par adresse, donc paramètre par adresse, donc parce qu'il y a un pointeur. Si on écrit ici file seulement, on va mettre point ici. Hein. Donc, si on déclare par adresse, donc elle va être flèche ici. Donc F flèche tête, donc l'accès au champ tête de la file, on va l'initialiser à nul. Et l'accès au champ queue de la file F, on va l'initialiser à nul. Donc c'est comme ça on initialise une file vide. On va passer à une autre opération, c'est la vérification si la pile est vide, c'est la file est vide ou non. Donc c'est une opération nécessaire, surtout quand on va supprimer, donc on doit s'assurer que la file n'est pas vide. Donc c'est comme on a fait pour la pile exactement. Donc on va utiliser une fonction qu'on va appeler vide. Elle prend en paramètre la file, mais passée par valeur, donc c'est pas un pointeur ici. Donc elle retourne type booléen, parce que est-ce que vrai ou faux, donc est-ce que la file est vide ou non. Donc c'est pourquoi le type ici type booléen. Donc elle va retourner quoi? Elle va retourner le résultat de cette condition. F pointé, donc l'accès au champ tête de la file F par point ici, parce que F est passé par valeur, donc est égal à nul. Donc elle va tester ici cette condition. Si elle est égale, donc ici la valeur de retour ici c'est vrai, donc il va retourner vrai. Si F tête n'est pas égal à nul, donc faux, il va retourner faux. Donc c'est comme la pile exactement. Donc c'est la vérification. Est-ce que la pile est vide ou non, la file est vide ou non. Donc juste l'entête, juste la tête ou l'entête ou le sommet, est-ce qu'il est égal à nul ou non. Donc il suffit la tête. On n'a pas intérêt de vérifier donc la queue. Donc seulement le champ tête. On va passer maintenant à une autre opération, c'est l'ajout d'un élément. On appelle cette opération enfilée. Donc, comme on a déjà dit, l'ajout d'un élément à une file se fait à la fin de la file, donc au queue de la file. Donc, on a une file, supposons comme ça, bien, n'importe comment, bien comme ça, on peut la faire de cette façon. Donc, qu'est-ce qu'on va on va utiliser une procédure on va l'appeler enfilée, qu'elle prend en paramètre une file passée par adresse et un entier x. Donc l'entier x qu'on va l'ajouter aux éléments, à l'élément qu'on va ajouter à la file. Donc on a besoin de variable q qui est un pointeur sur cellule. Au début, on va donc allouer une unité de mémoire pour mettre donc une unité mémoire pour mettre
notre nouvelle valeur. Donc, on va appeler Q. Donc, et on va Q val, bon, parce que Q c'est une cellule, donc elle a deux champs, on va les suivre. Donc, val, on va mettre X ici. Et Q suive va être pointé sur nul. Donc, parce que, comme on a déjà dit, que la fin de la file va être, donc, il va pointer sur nul. C'est la fin de la file. Donc, c'est comme en liste chaînée. La fin, c'est pointé sur nul. Donc, et l'ajout va être à la fin. Donc, la fin, donc cet élément, il va pointer sur nul parce que c'est la fin de la file. On a préparé notre zone mémoire, notre élément, mais maintenant on va ajuster le pointage. On va s'assurer, donc si vide f, on a appelé la fonction vide si elle est égale à vrai, donc si la file est vide, donc f tête, donc cette notre file f tête va être pointée sur Q. Donc, quand c'est vide, hein, quand on n'a rien, donc f tête va pointer sur cet élément qu'on vient déjà de créer. Donc, notre file va être juste composée d'un seul élément. Donc, sinon, si elle n'est pas vide, donc si on a des éléments, P, Q suivent, donc on est au champ, c'est F ici, hein. Donc je vais la mettre en noir, c'est F, hein. Et ici c'est F. Donc, donc sinon, si la file n'est pas vide, F, Q suivent, donc la file, donc la fin de la file, le champ que, va être pointé sur Q. Donc la fin, donc elle n'est plus, donc avant de créer ceci, la fin de la file était cet élément. Maintenant cet élément va pointer sur l'élément qu'on vient de le créer. Et fancy. Et à la fin, donc notre file, comme on a déjà vu, elle est composée de têtes. Donc on va voir l'adresse du tête et l'adresse du Q. Vu que la tête n'a pas changé, donc le Q est changé, la Q est changée, donc la Q était ici, maintenant il va être cet élément. Donc F, l'accès au champ Q de la file va être pointé sur le nouvel élément Q. Donc c'est comme ça, donc l'ajout d'un élément à la fin de la file. On va passer maintenant à l'opération de défilé. Donc, récupération d'un élément de la file. Donc, on va l'appeler défilé. La fonction défilé ne peut pas être appelée que lorsque la file est non vide, bien sûr. Et on a dit que cette opération de supprimer un élément de la file se fait à l'entête, à la tête de la file. L'ajout se fait à la fin et le défilement ou la récupération d'un élément de la file se fait à la tête de la file. Donc, pour cela, on va récupérer le premier élément. Donc, on va retourner le premier élément. C'est comme, et bien sûr, libérer l'espace mémoire alloué pour cet élément. Donc, pour cela, on va créer une fonction, on va l'appeler défilé. Elle prend en paramètre notre file, qui est un pointeur sur file. Elle va retourner un entier, donc un type entier, c'est la valeur de retour de la fonction, qui est la valeur dans le champ cellule de l'espace
de la zone mémoire, donc de la tête de la file. Donc on a besoin aussi de variables, donc Q c'est un pointeur sur cellule et X donc l'entier. Donc on va sauvegarder donc dans X, donc nous allons déclarer, donc on va sauvegarder la valeur de la tête de la file. Donc, comment on accède à la valeur de la tête de la file? Donc, F flèche tête. Tête, c'est quoi? C'est une cellule. Donc, elle a le champ val. Donc, val, c'est la valeur de la tête de la file. Donc, on va la sauvegarder dans X. Et on va sauvegarder l'adresse mémoire dans Q de la tête de la file. F flèche tête. Pourquoi? Sauvegarder l'adresse pour libérer cette zone mémoire. Après, donc, pour aller à l'élément suivant, donc, parce que la tête de la file n'est plus le premier élément. Donc, c'est un schéma. Hein. Donc, supposons c'est la file. Donc, le premier élément, c'était F tête. Donc, était ici. Donc, maintenant, F tête n'est plus ici. Il va être ici parce qu'on va libérer cette zone mémoire. Donc, F tête suive. Donc, F tête suive va être le F tête, le nouveau F tête. Donc, le nouveau F tête va être F tête, l'ancien F tête suive. Donc, qui est ceci. Donc, cette zone mémoire. Et on va tester. Si F tête est égal à nul, donc si la file est vide, donc on va aussi F que va être nul. On va faire, si la file est vide, on ne va pas supprimer. Donc, dans le fin si, donc bien sûr ici, c'est-à-dire sinon. Donc dans le cas de sinon, c'est-à-dire elle n'est pas vide, on n'a pas nul, on va libérer Q, donc la zone, l'adresse de F tête qu'on a déjà sauvegardée dans Q, donc on va la libérer, c'est comme en gage c'est free, et on va retourner x, la valeur de cet élément qu'on vient de le supprimer. Donc comme ça, on a récupéré l'élément de la file. Donc c'est comme ça la récupération de l'élément. Et bien sûr, notre file tête, ça devient l'élément suivant. Ok, donc la récupération d'un élément de la file se fait à la tête de la file. Et l'ajout se fait à la fin de la file. On va passer maintenant à la troisième partie où on va voir une autre structure plus complexe qu'on va l'appeler les graphes. Les graphes est une structure très utilisée en informatique, en programmation, en réseau, en topographie, en plusieurs domaines. Donc on va voir les structures générales et quels sont les types d'algorithmes qui utilisent les graphes. Donc, c'est quoi un graphe? En fait, le graphe, c'est un concept mathématique. Donc, c'est un concept abstrait, mais bien sûr, il représente des choses réelles, comme par exemple, ok, c'est un concept mathématique et abstrait, mais en réalité, il représente des choses réelles, comme par exemple, le graphe est utilisé surtout au niveau des réseaux informatiques ou des réseaux de télécommunications. Donc, on représente le graphe comme un modèle mathématique, mais il reflète une chose réelle. On va voir petit à petit c'est quoi le graphe, comment on l'utilise, quels sont les concepts, quelles sont les lois et tout ça. Donc en fait, il y a des graphes orientés et des graphes non orientés.
on va commencer tout d'abord par le graphe orienté. Et on va voir c'est-à-dire quoi orienté et non orienté. Tout d'abord, c'est quoi un graphe orienté? Est donné par le couple G, qui est V et E. Et c'est quoi V? C'est un ensemble, et E, c'est cet ensemble croise cet ensemble. Et on va voir c'est quoi l'ensemble. En fait, c'est l'ensemble des sommets. Donc, le graphe est composé des sommets ou des nœuds. Donc, ce sont les nœuds. Donc, par exemple, V ici, dans ce cas, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a 6 sommets ou 6 nœuds. Et eux, ce sont quoi? Ce sont les arcs, ici, ou les flèches. Donc, 0, 1, donc ceci. Donc, 3, 4, ceci. 5, 1, ceci. 6, 3, 6, 4, 6, 6. On a des arcs en boucle. Donc, le graphe, en fait, il est composé de sommets et des arcs. Donc, c'est ça le graphe en termes mathématiques. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, c'est un modèle mathématique, mais il représente des choses réelles. Bien sûr, le graphe est très utilisé dans plusieurs domaines, et bien sûr, en tant qu'informaticien, on va les programmer après à l'aide des langages de programmation ou de l'aide de langage pseudo-algorithmique ou pseudo-langage. Donc, mais on va voir maintenant le graphe en tant que concept mathématique et tous ces lois. Bien sûr, après, ça va traduire en algorithmique. Ces nœuds vont être une liste chaînée, peut-être on peut les représenter par liste chaînée, et on va les utiliser dans plusieurs domaines, comme je viens de le dire. On va découvrir petit à petit le vocabulaire du graphe. Donc, on est toujours dans le graphe orienté. Donc, les éléments de V sont appelés des sommets. Donc, ce sont les sommets, et parfois aussi appelés des nœuds. On peut dire des nœuds ou bien des sommets. Les éléments E de E, qu'on vient de voir, sont appelés des arcs. Ce sont les arcs. Ici, parce que le graphe est orienté, donc on va voir des flèches ici. Hein. Si le graphe n'est pas orienté, on ne va pas voir les flèches. Donc, si E, c'est l'ensemble UV, donc U est appelé la source de E et V est appelé la destination de E, comme ici par exemple. 5, 1, donc 5 c'est la source et 1 c'est la destination. Donc c'est en fait le sens de l'arc. Les boucles comme ceci, donc 6, 6, donc c'est-à-dire arc UU sont autorisés. Donc dans les graphes, on peut trouver des boucles. On va passer maintenant au graphe non orienté. Donc, comme son nom l'indique, non orienté, donc c'est-à-dire on n'a pas notion de sens des arcs. Donc, c'est comme le graphe orienté, donc il est donné par le couple V et E, où V est un ensemble et E est un ensemble de paires UV. Donc, V c'est l'ensemble des sommets et E c'est l'ensemble des paires, donc des arcs. Mais ici, c'est quoi la différence? C'est que les paires des E et V, ils n'ont pas de sens, donc UV ou bien VE, c'est la même chose. Donc, elles dénotent la même arête. Donc, si on va dire 5,1 ou bien 1,5, c'est la même chose. C'est ça la différence. Okay? Donc, ici, comme vocabulaire, les éléments E de E sont appelés des arêtes. On va dire des arêtes et non pas des arcs, hein, parce qu'ils n'ont pas de sens. Donc, si E est égal à EV, E et V sont appelés les extrémités de E. Donc, E et V sont... On n'a pas la notion de source et destination comme dans le graphe orienté. Donc, sauf autre convention explicite. Donc, parfois, parce que le graphe est utilisé dans plusieurs domaines, donc, autre convention, on peut les appeler d'autres choses. Mais ici, en sens mathématique, hein, ils sont comme appellation, donc, les extrémités de E.
Les boucles ne sont pas autorisées ici, donc c'est pas comme le graphe orienté. On a la notion de boucle, on peut pas ici faire comme cela. Non, on peut pas. Donc c'est pas autorisé en graphe non orienté. Toujours, on découvre d'autres vocabulaires en graphe non orienté. Donc, U et V sont 10 voisins s'il y a une arête entre U et V. Donc, par exemple, 1 et 5 sont des voisins parce qu'il y a une arête entre 1 et 5. Le degré de E, c'est-à-dire si on veut chercher les degrés de, par exemple, ce nœud, c'est le nombre de voisins de U. Donc, quels sont les voisins de 1 sont cette arête et cette arête. Donc, il y a deux voisins de 1. Donc, 3, par exemple, c'est pas voisin parce qu'il n'y a pas une arête entre 1 et 3. Donc, on dit voisin s'il y a déjà une connexion entre ces deux nœuds. Donc, les voisins de 1 sont 5 et 0. Les voisins de 5 et 1 seulement. Les 0, c'est pas un voisin parce qu'il n'y a pas une arête. Encore plus de vocabulaire. Donc ici, un chemin de sommet S vers le sommet T est une suite de EI, donc de E0, E1 jusqu'à EN, de sommets tels que E0 est égal à S et EN est égal à T. Donc S pour sommet était donc la fin du chemin. Tel que EI-1 EI appartient à E pour tout I de 1 jusqu'à N. Donc, par exemple, un chemin de 3 jusqu'à 4. Donc, on peut avoir ce chemin 3, 6, 4. Ou bien un autre chemin, donc 3, 4. Donc, c'est donc ici le chemin. Donc, E0 c'est S, donc c'est ça le sommet. C'est ça T. Donc, E0 c'est 3. E1 c'est 6 et E2 c'est T. N est appelé la longueur de chemin et on dit que T est joignable à partir de S. Donc 4 est joignable à partir de 3. Et N est appelé longueur de chemin. Donc ici, longueur de chemin, c'est 2. E0, E1, E2. Le chemin est dit simple si les EI sont distincts 2 à 2. Donc un chemin simple, c'est-à-dire les EI sont distincts 2 à 2. On va, par exemple, ici de 1 à 5, donc c'est un chemin. Donc E0 c'est 1 et E1 c'est 5. C'est distinct. C'est-à-dire E0 différent de E1. Un cycle est un chemin de longueur non nulle avec E0 est égal à En. Donc on peut avoir un chemin, par exemple, on veut avoir un chemin de 4 à 4. Donc le chemin va être ici 4. Donc S égale à 4. 4, 3, 6 et revient à 4. Donc S est égal à T. Donc E0 est égal à E2. Donc ici on parle de cycle. Ce chemin est un cycle. Donc c'est ça la notion de chemin. Le chemin entre les différents nœuds ou les différents sommets. En fait, les graphes sont partout. Comme on a déjà dit, donc les graphes sont utilisés dans plusieurs domaines. Beaucoup de problèmes se modélisent par des objets et de relations entre objets. Donc, comme je vous ai dit, le graphe comme concept, c'est un concept abstrait ou mathématique. Donc, et on a plusieurs lois et des vocabulaires et tout ça. Donc, mais en réalité, on va utiliser ce modèle mathématique sur des objets réels, des objets de la vie. Donc, les exemples, quand on utilise les graphes, donc le graphe routier, par exemple, les réseaux informatiques sont très utilisés en réseau informatique, le concept des graphes. Aussi dans le graphe du web, aussi ces notions de graphe, on peut l'utiliser.
Donc, beaucoup de problèmes se ramènent à des problèmes sur les graphes. Donc, en fait, les pionniers de théorie des graphes sont Euler, Hamilton, Kirchhoff, Koenig, etc. Donc, ce sont les scientifiques qui améliorent ces notions de graphes. Et bien sûr, les graphes sont omniprésents en informatique. Donc, le domaine le plus utilisé, c'est le domaine de l'informatique. Comme on a déjà dit, donc les graphes sont partout. Donc, les structures de graphes sont utilisées pour résoudre de nombreux problèmes complexes. Bien sûr, complexes, c'est pas simple. Donc, l'utilisation des algorithmes en projet réel, c'est pas évident du tout. Donc, dans différents domaines tels que l'informatique, bien sûr, les réseaux, on trouve plusieurs types d'algorithmes utilisant la notion de graphe en réseau, notamment en biologie, etc. Voici quelques exemples d'algorithmes qui utilisent les structures de graphes. Donc, je viens de vous donner un aperçu sur des algorithmes, fameux algorithmes utilisant les graphes, bien sûr, mais ces algorithmes sont très très complexes. Donc, la programmation de ce genre d'algorithme n'est pas évident. Donc, le premier algorithme, c'est le parcours en profondeur. Il est appelé Depth First Search ou DFS. Donc, cet algorithme explore autant que possible le graphe en suivant chaque branche avant de revenir en arrière. Il est utilisé pour détecter les cycles, pour effectuer des opérations sur chaque nœud du graphe et dans des applications telles que la recherche des chemins. Donc, la plupart de ces algorithmes, la plupart du temps, l'objectif de ces algorithmes est la recherche du chemin, ou bien la recherche de meilleurs chemins, ou bien détecter un chemin. Donc, parce que le graphe, c'est, comme on a déjà représenté, donc des nœuds, et il y a des chemins. Donc, on va chercher, par exemple, un chemin le plus court entre un nœud X et un nœud Y. Donc, on peut trouver, bien sûr, dans la vie réelle, les chemins est long, les chemins sont longs, et on peut trouver un chemin de X vers Y par plusieurs façons. On peut par ici ou bien par ici, mais lequel est meilleur, lequel il est moins prend moins de temps, etc. Donc ce genre d'algorithme, bien sûr chaque algorithme a ses techniques, comme ici par exemple, il est un parcours en largeur, donc ici en profondeur, ici en largeur, a breadth first search, donc c'est contrairement à DFS, il explore le graphe en élargissant la recherche à tous les voisins d'un nœud, donc une autre technique de recherche, avant de passer au niveau suivant. Donc il cherche les voisins, après il cherche d'autres. Il est couramment utilisé pour trouver le plus court chemin entre deux nœuds. Donc le plus court chemin, c'est pas au niveau de distance. Parfois le plus court chemin, c'est aussi au niveau de temps. C'est comme, par exemple, tu vas aller à votre université, par exemple, le matin. Et tu as plusieurs routes mènent à cette université. Donc, mais il y a une route, par exemple, qu'il y a un trafic dense au matin. Donc, vous pouvez aller à travers une autre route qui est peut-être plus longue, mais elle est moins dense en termes de trafic. Donc, le plus court chemin, c'est pas toujours en termes de distance, mais surtout au terme de temps. Exactement ici, par exemple en réseau, d'un routeur ou un autre, on a le trafic de données peut passer par exemple, si
c'est ça, c'est le graphe des routeurs. Donc le routeur X veut aller, les données veulent traverser à travers ce réseau au routeur Y. Donc la traverse de ces données peut passer par cette route ou bien cette route. Donc parfois il y a congestion ici en ce routeur. Donc il est préférable d'aller ici. Donc le best path, on dit la terminologie en réseau, on parle de best path. Best path, c'est le meilleur chemin. Le meilleur chemin ou le plus court, c'est pas toujours en termes de distance. Ok, donc c'est pourquoi il y a plusieurs algorithmes qui cherchent le meilleur chemin ou le plus court chemin. Et le fameux algorithme pour aussi ce genre de recherche de meilleur chemin ou de best path, c'est l'algorithme de Dijkstra. Donc c'est un fameux algorithme en réseau, on utilise surtout en réseau, donc pour chercher un meilleur chemin. Un meilleur chemin, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est pas toujours en termes de distance. Le meilleur chemin aussi en termes de temps. Parce que toujours en réseau, donc le temps de votre demande de request et le temps de réponse de votre request ou requête en français. Donc, mais le mot qu'on utilise en réseau, c'est le request. Donc ce temps doit être négligeable pour l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'il y a des protocoles de recherche de meilleurs chemins. Et la meilleure façon de représenter ces réseaux, c'est le graphe. Donc les algorithmes donc de manipulation de ces réseaux sont des algorithmes qui utilisent le concept de graphe qu'on a déjà vu tout à l'heure. Bien sûr, après en programmation, on va déclarer des structures, on peut utiliser les listes chaînées, on peut utiliser plusieurs structures de données pour représenter nos graphes. Et c'est un algorithme très très fameux, tous les informaticiens le connaissent, mais bien sûr il est compliqué, donc ça dépend du projet que tu as, tu vas le manipuler suivant votre besoin. Mais en général, c'est un algorithme utilisé, comme je vous ai dit, trouver le plus court chemin entre deux nœuds pondérés dans un graphe. Il est largement utilisé dans les réseaux de communication, comme je viens de le dire, entre les routeurs et tout ça. On peut le trouver entre les systèmes de cartographie, oui, et d'autres applications où la minimisation des coûts de déplacement est cruciale. Comme je viens de dire, le terme de coût est très important en informatique. Si la recherche du plus court chemin va nous coûter moins cher en termes de coût. Autre algorithme aussi, donc il est similaire un peu à Dijkstra, le Bellman-Ford. Ici aussi, il cherche ou trouve les plus courts chemins dans un graphe pondéré, mais il peut gérer des graphes avec des arêtes de poids négatifs. Donc ici, cet algorithme, on peut avoir des arêtes de poids négatifs, ou pourquoi pas, parce que ça dépend du projet réel, donc on peut avoir des poids négatifs. Il est utilisé dans des situations où les poids négatifs peuvent apparaître. Donc ces algorithmes, bien sûr, il y en a d'autres, il y en a plusieurs algorithmes qui utilisent la notion des graphes. Ces algorithmes illustrent comment les structures de graphes peuvent être utilisées pour résoudre une variété de problèmes, allant de la recherche des chemins optimaux à la planification des réseaux. Comme je viens de dire, le domaine le plus utilisé, c'est le domaine des réseaux informatiques ou des réseaux de communication. On va passer maintenant à la dernière partie, on va voir les arbres. Donc, c'est quoi les arbres?
En fait, les arbres ce sont des graphes, donc, mais des graphes cas particuliers. Donc, un graphe connexe, son cycle, est appelé un arbre libre. Donc, tout ce qui est un graphe qui est connexe, c'est-à-dire connecter les éléments, et son cycle. Donc, on ne peut pas trouver, par exemple, ici 1, 5, 0, il n'y a pas ici d'arête. Donc, s'il y a d'arête, ceci, c'est pas un arbre. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'arête entre ces éléments. Donc, il n'y a pas de cycle. Donc, c'est un arbre libre. Un graphe sans cycle est appelé une forêt. Donc une forêt, en fait, c'est comme cet exemple. C'est un ensemble des arbres. Donc, l'arbre, il y a toujours une racine, des éléments, des sous-éléments, des branches. On va voir comme ceci. On va voir ceci. Donc, ceci est appelé racine. Donc, l'arbre, en fait, c'est un graphe. Il y a des nœuds et des arcs, ou plutôt des arêtes, et il n'y a pas de cycle. Et ils sont connexes, c'est-à-dire tous sont connectés. De n'importe, donc de racines, on peut aller à n'importe quel nœud. Une forêt, c'est comme ceci. Il y a beaucoup d'arbres, donc on a cette racine et cette racine. Donc, on a ici deux arbres. C'est une forêt. Donc, dès qu'on a des objets, des relations entre objets et pas de cycle, on a donc arbre ou forêt. Donc, en fait, une arbre, c'est un ensemble d'arbres. Hein. Les arbres sont omniprésents en informatique. C'est un concept ou modèle qu'on utilise aussi beaucoup en informatique. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une arbre? Donc, soit j'ai composé de VE, donc ensemble de sommets, ensemble des arêtes, un graphe. Donc, un arbre, c'est un graphe. Mais un graphe, c'est pas nécessairement une arbre. Ok? Donc, l'arbre, c'est un cas particulier de graphe. Quand elle peut être ce graphe un arbre? Quand ce graphe, elle est connexe et son cycle. Donc, G est un arbre libre où quand on a deux sommets quelconques de V, sont connectés par un chemin simple. G est connexe mais ne l'est plus si on enlève n'importe laquelle de ces arêtes. Si on enlève une arête, elle n'est plus connexe. Donc, on ne parle pas d'arbre. Donc, arbre, elle doit être connexe, c'est-à-dire tous les nœuds sont connectés. G est connexe et le nombre des arêtes est égal au nombre de sommets moins 1. Vous voyez ici cet arbre. Donc on a 3 sommets et de combien d'arêtes? 2. Donc c'est le nombre de sommets moins 1. G est son cycle, bien sûr on n'a pas de cycle ici. Et toujours nombre d'arêtes est égal au nombre de sommets moins 1. G est son cycle mais ne l'est plus si on ajoute n'importe quelle arête. Si on ajoute une arête, elle n'est plus son cycle, elle devient avec cycle. Dans ce cas, on ne parle pas de son cycle. Et on ne parle pas d'arbre. Donc arbre, c'est un graphe, mais un graphe spécial qui est connexe et son cycle. Et dans ce cas, on va appeler ce graphe un arbre. Donc les caractéristiques des arbres. On distingue souvent un sommet que l'on appelle sa racine. Donc les arbres ont des racines. Donc c'est le premier élément. Donc ici, c'est 3, c'est la racine de cet arbre. On dessine un arbre en plaçant la racine tout en haut. Donc la racine est tout en haut. En plaçant la racine tout en haut, puis en plaçant les sommets à distance I de la racine à la ligne I. Donc les sommets à distance
par exemple ici 1, c'est ce niveau, à la ligne 1. Donc, donc la distance entre 1 et 3, c'est 1. Exemple, pour l'arbre libre précédent, en prenant le sommet d'étiquette 3 comme racine. Donc, c'est pas l'arbre précédent, c'est cet arbre. Donc, donc ici, cet arbre, donc c'est pas l'arbre de l'exemple suivant, précédent. Donc ici, donc l'arbre de racine 3. Et même pour l'exemple de tout à l'heure aussi, c'est aussi 3. Donc ici, c'est la racine et ce sont les sommets de distance 1. Et ceci sont les sommets de distance 2. On est encore au vocabulaire des arbres. Donc pour tout sommet U, il existe un unique chemin simple entre la racine R et U. Donc la racine R, donc ici 3, et n'importe quel sommet U, donc 1, 4, 6, 2, 0, 5. Donc par exemple, pour le sommet 0 ici, quel est le chemin? Le chemin, donc il y a un unique chemin dans les arbres depuis la racine. Donc le chemin est 3, 1, 0. Donc ceci est le chemin pour accéder au sommet 0. Toujours le vocabulaire des arbres. Et maintenant, on va voir tout sommet A sur ce chemin est appelé un ancêtre de U. U est dit un descendant de A. Des exemples. 1 et 3 sont des ancêtres de 0. Donc le père, parce que dans les arbres on dit père et fils et tout, et tout ceci. Donc 1 et 3 sont des ancêtres. Donc 5 et 0 sont des descendants de 1. Donc ici 1, il a les descendants de 1. On parle aussi de père et de fils. Hein. Il y a des standards qu'on parle de père et de fils. Ou bien des ancêtres et des descendants. Donc les ancêtres de 1, 3. Les descendants de 1, 5 et 0. Les descendants de 6 et 2, les ancêtres de 2 sont 6 et 3. Donc, comme je viens de dire, donc on parle de père et de fils. Donc, l'avant-dernier sommet P sur ce chemin, donc ce chemin ici donc, de 3, 0, est appelé père de E, de U. U est appelé un fils de P. Donc, comme exemple ici, le père de 0, c'est 1, et le père de 4, c'est 3. Donc, le père, c'est l'élément, l'ancêtre tout direct de cet élément. Et le fils, c'est le descendant direct de cet élément. Donc, père et fils. On peut, d'une façon générale, descendant et ancêtre, et d'une façon directe, père et fils. On va voir maintenant les sous-arbres. Donc, un arbre peut avoir des sous-arbres. Donc, le sous-arbre de racine U est l'arbre induit par les descendants de U. Par exemple, ici, on a l'arbre de racine 3. On a des sous-arbres. Ici, c'est un sous-arbre. Ceci est un sous-arbre. Ici, juste un élément, donc on ne peut pas dire cet arbre. Donc, le sous-arbre de racine 1 est constitué de sous-graphes ou sous-arbres 1, 5, 0. Donc, c'est un sous-arbre qui a aussi une racine et des fils, des descendants. Aussi, le sous-arbre de racine 6, il a des descendants 2. Donc, le sous-arbre de racine 6 est le sous-graphe ou sous-arbre 6, 2. Donc, un arbre peut avoir plusieurs sous-arbres. C'est quoi la notion d'arité? Donc, l'arité d'un sommet est le nombre de ses fils. Donc, par exemple, l'arité de 1, donc c'est 2. Donc, il a 2 fils. Donc, l'arité de 4, c'est 0. Il n'a pas de fils. L'arité de 6, c'est 1. Il n'a qu'un seul fils. Donc, c'est ça, donc, la notion des arités d'un sommet. C'est quoi une feuille dans un arbre? Donc, une feuille, c'est un sommet qui n'a pas de fils. Donc, par exemple, 4
c'est un sommet qui n'a pas de fils, donc il est feuille. 5, 6 feuilles, 0 feuille, 2 feuilles. Donc tous les fils, ou bien les sommets plutôt, qui n'ont pas des descendants ou des fils sont des feuilles. Donc en fait, c'est le niveau le plus bas des sommets. Donc ce sont les feuilles des arbres. Donc ils n'ont pas de descendants et de fils. Donc maintenant, c'est quoi la hauteur d'un sommet dans une arbre? Donc la hauteur d'un sommet dans une arbre et la distance et sa distance à la racine R. Donc par exemple, 3 est la hauteur et à hauteur 0. Donc parce que 3, en fait, c'est la racine. Donc ça, depuis la racine jusqu'à la racine, c'est 0. 1, 4 et 6. 1, 4 et 6 sont de hauteur 1. Donc ils sont de distance 1 de la racine. Les autres sommets sont à la hauteur 2. Donc 5 est de hauteur 2, donc 2 par rapport à la racine. Donc 0, c'est la même chose. Donc aussi 2 et à distance ou à hauteur 2 depuis la racine. Ok, donc la hauteur d'un sommet et la distance à la racine, sa distance à la racine. Donc la hauteur d'un arbre maintenant, c'est pas la hauteur d'un sommet, mais la hauteur d'un arbre. Et la hauteur de la feuille la plus haute. Donc on cherche la feuille la plus haute, donc ici 5, 0 ou 2. Donc la hauteur de l'arbre, c'est la distance entre un de ces feuilles par rapport à la racine. Donc l'arbre est de hauteur 2 ici. Le sous-arbre de racine 6 est de hauteur 1. Donc par rapport à la racine ici de sous-arbre de racine 6. Donc elle est de hauteur 1 par rapport à la racine 6. On va passer maintenant à un exemple des arbres. Il est très fameux, l'exemple des arbres binaires. Donc c'est quoi un arbre binaire? C'est soit vide, soit l'union disjointe d'un sommet appelé sa racine et d'un arbre binaire appelé sous-arbre gauche et d'un arbre binaire appelé sous-arbre droit. Donc, en fait, un arbre binaire, il est composé de sommets et sous-arbre gauche et droite, et chacune de ces gauche et droite est composée de deux maximum de descendants. Donc, on peut avoir 2 descendants ou bien 1, donc comme ceci par exemple, ou bien 0. Donc, on peut avoir toujours maximum 2 descendants, 2 sommets descendants. Donc, c'est ça l'arbre binaire. Comme son l'indique, binaire. Donc, 0, c'est-à-dire binaire, ici 0, 1, donc 2 fils, donc ou bien fils, ou bien 0 fils. Donc, c'est ça un exemple d'arbre binaire. Donc les algorithmes qui utilisent les structures arbres. Donc on va trouver plusieurs des algorithmes utilisant ce genre de structure arbre. Parmi ce genre d'algorithmes, donc bien sûr, les arbres sont des structures de données utiles et polyvalentes. Donc, on peut les trouver dans plusieurs domaines et surtout dans les domaines des algorithmes informatiques. Voici quelques exemples d'algorithmes qui utilisent les arbres comme structure de données. Le fameux algorithme, l'arbre de recherche binaire, le BST, c'est l'arbre de recherche binaire qui est utilisé pour organiser les données de manière à permettre une recherche efficace, un ajout et une suppression d'éléments. L'algorithme de recherche dans un BST est généralement efficace avec un taux de complexité logarithmique. On va voir la prochaine fois c'est quoi la complexité d'un algorithme. C'est une mesure très importante pour mesurer le temps
le temps de complexité, ou bien, si vous voulez, la performance d'un algorithme. Donc, le BST, c'est un algorithme fameux utilisé donc pour l'organisation des données. Aussi, un autre algorithme fameux, l'arbre AVL, arbre Adelson-Velsky et Landy. Donc, les arbres AVL sont très aussi fameux, sont des arbres de recherche binaire équilibrés, c'est-à-dire équilibrés, donc, c'est-à-dire chaque nœud a 2 fils exactement. Donc, c'est-à-dire équilibré, binaire. Hein, donc ici, c'est un arbre équilibré. Où la hauteur de chaque sous-arbre est équilibrée, ils sont utilisés pour maintenir un bon équilibre dans les opérations d'insertion et de suppression, assurant ainsi des temps d'exécution logarithmiques aussi pour ces opérations. Donc, sont aussi des algorithmes très utilisés en informatique. D'autres algorithmes importants utilisés aussi surtout en informatique. Donc, l'arbre binaire de Huffman, donc, elle est utilisée surtout dans la compression de données, notamment dans les algorithmes de compression de fichiers tels que le codage de Huffman. Il crée un arbre binaire de manière à minimiser la longueur moyenne des codes binaires assignés à chaque symbole. Donc, c'est un algorithme aussi fameux en informatique. On trouve aussi l'arbre tree. Arbres préfixes sont utilisés pour stocker un ensemble dynamique ou une table associative où les clés sont généralement des chaînes de caractères. Ils sont particulièrement efficaces pour la recherche de préfixes communs dans les mots ou les chaînes. Donc, ce sont des exemples. On peut trouver aussi d'autres algorithmes, bien sûr. Ces exemples illustrent la diversité d'applications des arbres en informatique, des structures de recherche et de stockage aux algorithmes de compression de données, par exemple, et d'optimisation de graphes. Bien sûr, on peut trouver d'autres algorithmes. Il y en a plein d'algorithmes qui utilisent les structures arbres. Merci bien pour votre attention et à la prochaine fois, on va voir la notion de complexité en algorithmique et la récursivité et tout ceci.